Bienvenue à tous et à toutes sur une nouvelle vidéo de Mr. Frankie Show. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire de la forêt française. Allez, embarquez avec moi, c'est parti. Pour comprendre l'évolution, nous devons commencer par faire un grand bond dans le passé et parler de la dernière glaciation. Remontons dans le temps. Juste entre l'ère géologique précédente, le Péliocène, et notre ère actuelle, l'Holocène. Pour vous donner une petite idée, les dinosaures sont juste ici. La dernière ère glaciaire commence donc à la fin de l'ère du Péliocène, entre 115 000 ans et se termine il y a 11 700 ans. Elle a atteint son apogée il y a environ 21 000 ans. Puis nous avons atteint l'étape de la déglaciation. Entre moins 19 000 et moins 11 700, la Terre change légèrement d'orbite, ce qui crée de multiples effets. La fonte des glaces accumulées dans les glaciers de l'hémisphère nord déverse une grande quantité d'eau douce dans la mer, arrêtant la circulation thermonaline. Ce qui engendre un réchauffement de l'hémisphère sud pendant des milliers d'années et refroidit l'hémisphère nord. Le réchauffement des océans de l'hémisphère sud, et notamment l'océan austral ou océan antarctique, va libérer énormément de CO2 dans l'atmosphère via la fonte des glaciers. Cela produit un effet de serre qui constitue dès lors le moteur principal du réchauffement global. Après cela, un jeu de balancier entre fonte des glaciers de l'hémisphère nord et sud va se mettre en place pendant plusieurs millénaires, faisant augmenter le niveau des océans de 4 à 5 mètres. Petit aparté, pour ceux qui, comme moi, ont suivi leurs cours de physique, mais ne comprennent pas comment augmente le niveau des océans juste avec des glaçons qui fondent. Si comme moi, vous vous dites qu'un glaçon prend plus de place que le liquide, ou au mieux il correspond à la même quantité d'H2O, alors il n'y a pas de raison que l'eau monte. Rassurez-vous, nous avons raison. Pour mieux comprendre, il faut regarder la cryosphère. Nous avons raison en ce qui concerne les icebergs ou les plateformes glaciaires, car elles reposent sur la mer, donc cela n'affecte pas le niveau de l'océan. L'augmentation du niveau de l'océan se joue au niveau de ce que l'on appelle les calottes glaciaires ou nappes glaciaires qui, elles, reposent sur la Terre. Donc forcément, l'eau s'y a accumulée au fur et à mesure que la neige est tombée sur Terre. Mais revenons à notre histoire. Après toutes ces variations, au cours des 5 millénaires, nous arrivons en moins 11 000. La circulation de l'eau des océans s'est remise en route, ce qui a permis au climat de se stabiliser, proche de celui que l'on connaît aujourd'hui. À cette période, la carte de l'Europe ressemble à ça. On peut voir que l'Espagne est similaire à ce que l'on peut voir aujourd'hui au Canada ou en Russie dans les forêts boréales. Et la France n'est qu'une immense toundra qui commence à voir arriver les premières espèces de conifères sur son territoire. Après la fonte des glaciers au nord et le climat qui se radoucit, on va voir apparaître les premiers feuillus, bouleaux, puis tilleuls, ormes et des chênes. Maintenant qu'on a vu le passé lointain, rapprochons-nous de l'histoire humaine. Les premières traces de l'homme moderne, ou Homo sapiens, en Europe remontent entre 48 000 et 15 000 ans. Ils ont donc vécu toute cette période glaciaire. Mais c'est entre moins 8000 et moins 2000 avant Jésus-Christ, à l'âge de pierre, que l'homme va commencer à se sédentariser et développer l'agriculture et l'élevage. Il va donc commencer à défricher les forêts pour laisser paître son troupeau. Nous arrivons entre moins 2300 et moins 500 avant Jésus-Christ. J'ai regroupé deux âges importants, le bronze et le fer. Au cours de cette période, l'homme va développer la métallurgie et apprendre à façonner le cuivre de façon à créer des outils qui résistent bien plus longtemps. Cette domestication va permettre les premières spécialisations sociales. Mineurs, forgerons et marchands vont commencer à se développer, car avec l'échange d'outils, ces professions pouvaient commencer à se nourrir sans chercher eux-mêmes leur nourriture. Mais la forge coûte cher en énergie, et l'utilisation du charbon de bois nous demande de maîtriser un nouveau savoir, la carbonisation. Pour cela, il va créer les charbonnières. Mais comment ça fonctionne ? Pour
Pour commencer, on coupe une énorme quantité de bois qu'on va empiler avec différentes techniques pour former un grand tas, puis on va l'ensevelir avec un mélange de terre et de paille. On va ensuite allumer le feu par le haut du tas de bois, en veillant à laisser un appel d'air suffisant en bas. Une fois le feu pris, on va essayer de faire en sorte que le feu soit le plus étouffé possible et remettre de la terre dans tous les endroits où le tas s'affaisse. C'est un travail de longue haleine, car en effet, la carbonisation peut durer entre 20 et 30 jours pour les grandes charbonnières. Le charbon de bois est essentiel pour les forges car il permet de conserver une chaleur très élevée sans grand changement de température que l'on peut retrouver dans un four à bois classique. Avec toute cette demande en charbon, les forêts vont commencer à prendre un sacré coup. Au temps de l'Antiquité, les forêts occupaient une place bien différente qu'aujourd'hui. Immenses, mystérieuses et peu explorées, les forêts étaient considérées comme des lieux de culte plutôt que des espaces d'exploitation. Un tournant s'opère avec l'Empire romain, la gestion des forêts devient une pratique plus réfléchie et des méthodes précises de rotation sont pensées pour organiser les coupes en fonction des essences et de la richesse des sols. À cette époque, on peut constater aussi qu'au bord de la Méditerranée, les grandes forêts de chênes vont commencer à être remplacées par de la garrigue. Nous arrivons au Moyen Âge. La forêt est le moteur de l'économie rurale. Culture sur brûlis, pannage de porcs, production de combustible, construction de véhicules et d'outils agricoles, production de bois d'œuvre. Cette période va connaître une croissance en dents de scie pour la forêt en fonction de l'augmentation de la population ou au contraire des épidémies et des guerres. C'est au cours de cette période qu'on va voir les premières lois dans le milieu forestier. L'ordonnance de Bruneuil est la première réglementation forestière en langue française connue. Elle fut édictée le 29 mai 1346 par Philippe VI de Valois dans son château de Bruneuil. L'idée est de préserver les ressources forestières, comme le démontre son article 4. Les maîtres des eaux et forêts enquêteront et visiteront toutes les forêts et bois et feront des ventes qui y sont, en regard de ce que les dites forêts se puissent perpétuellement soutenir un bon état. Un concept que l'on retrouve aujourd'hui quand on parle de développement durable. À la Renaissance, il y a eu 2 lois qui ont façonné nos paysages actuels. D'abord, Jean-Baptiste Colbert, un des principaux ministres de Louis XIV, qui, il y a 350 ans, a vu en la forêt un potentiel de développement économique pour la production de bois destiné à la construction navale. Il va rédiger une ordonnance en 1669 qui va servir à conserver la forêt. Ce décret va obliger les forestiers à maintenir du bois de réserve sur les parcelles, ainsi qu'un âge minimum avant d'abattre un arbre. En plus de cela, les maîtres forestiers et les maires seront chargés de vérifier le respect de cette ordonnance. La deuxième loi importante a été adoptée quelques années auparavant sous le règne de Henri II, qui a contribué à nos platanes de bord de route nationale. Le bon terme serait « arbre d'alignement ». Henri II ordonna en 1552 à tous les seigneurs, aux justiciers, manants et habitants des villes, villages et paroisses de planter et de faire planter le long des voiries une grande quantité d'ormes qu'avec le temps, notre royaume puisse en avoir suffisamment peuplé. Les objectifs des souverains sont multiples. Ils cherchent à empêcher l'empiètement des parcelles agricoles sur les chemins publics, tout en produisant du bois, une ressource indispensable, ainsi que la production alimentaire, de fruits pour les hommes et feuilles pour le bétail. Les arbres d'alignement sont nombreux. Tilleul, érable, marronnier, charme, micoucoulier. Pourquoi le platane alors ? Le platane est particulièrement abondant de nos jours le long des routes de France, où beaucoup datent de la guerre napoléonienne, car Napoléon souhaitait protéger ses armées de la chaleur et du soleil lorsqu'il se déplaçait en campagne. Continuons jusqu'au XXIe siècle.
Je m'appelle Josiane Pichet, professeure de danse de forêt. J'ai mélangé mes 3 passions dans un seul art, la danse, la forêt et la solitude. Après avoir pris conscience de l'importance des forêts, de grands plans de reboisement ont vu le jour et sont toujours en cours actuellement. La forêt française métropolitaine gagne en terrain. Sa superficie augmente de 0,7% par an depuis 1985. Nos forêts françaises comptent 138 espèces d'arbres différents, ce qui représente 75% des essences présentes en Europe. Et nos départements d'outre-mer comptent à eux seuls plus d'1 millier d'espèces différentes. Si votre arbre ne vous répond pas dans un premier temps, c'est normal. C'est un arbre. Nous arrivons à la fin de notre voyage à travers l'histoire. Vous avez pu voir que la France compte un riche patrimoine forestier qui a été conservé par nos ancêtres au fil des générations. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie pour votre écoute. C'était une vidéo de Mr. Franky Show. Fin de transmission.